La Fédération de la recherche et de la culture CGT a, dès le départ, il y a 10 ans, été une des composantes de la constitution du réseau Éducation sans frontières, avec d'autres organisations syndicales, lycéennes, étudiantes, avec la FCPE. Et nous sommes fiers de cet engagement qui n'a jamais failli en 10 ans, et nous sommes toujours aussi déterminés à nous battre pour ce droit indéfectible qui est le droit à l'éducation de tous les jeunes qui sont aujourd'hui en France, qu'ils soient français ou étrangers, avec papier ou sans papier. Je suis enseignant dans un lycée professionnel des Hauts-de-Seine, à Montrouge. En 10 ans, nous nous sommes battus à de nombreuses reprises pour obtenir la régularisation d'élèves sans papier de l'établissement ou d'autres lycées des Hauts-de-Seine, et notre engagement ne faillit pas. Nous sommes à la veille des vacances, nous savons que c'est un moment où les risques sont encore plus grands pour les jeunes d'être expulsés, puisqu'ils ne bénéficient pas de la solidarité aussi évidente de leurs camarades dans les lycées ou des collègues qui travaillent dans les établissements scolaires. C'est pour ça que nous appelons à la vigilance. Aujourd'hui, il y a eu un changement de gouvernement et on ne voit rien changer dans la réalité des faits par rapport à la loi. On sait bien que ce changement de loi, qui est absolument indispensable, nous l'obtiendrons par la lutte. Nous l'obtiendrons par la lutte, tel que le manifeste aujourd'hui la pérennité des samedis de papier, et tel que le montre aussi, je dirais, les luttes sociales qui redémarrent en France de façon déterminée. Et je pense que pour le mouvement syndical, que ce soit enseignant, interprofessionnel, la question de l'éducation, la question de la régularisation des élèves sans papier, des étudiants sans papier, des travailleurs sans papier, est un élément fondamental de la lutte pour la justice sociale, et c'est pour ça que la CGT continue cet engagement et l'amplifiera. Bonjour à tous, donc je suis vice-présidente de la FCPE. La FCPE depuis le début fait partie de RESF. Ce que je voulais dire, et je l'avais déjà dit la dernière fois, c'était que nous, voilà, tout ce qui concerne les discriminations des jeunes, que ce soit à l'école mais aussi au niveau des services, de toutes les activités qui sont autour de l'école, la cantine, voilà, les activités de loisirs. Voilà, nous on est dans cette lutte-là, justement pour que tous les jeunes en France aient les mêmes droits, et que voilà, chaque jeune, parce qu'il n'a pas le bon papier, parce qu'il n'a pas les parents qui travaillent, ou parce que voilà, parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on dit que voilà, il y a des jeunes qui ont moins de droits que les autres. Voilà, nous on est depuis très longtemps, on est sur ce combat. C'est vrai qu'on est aussi extrêmement... ce qu'on souhaite aussi, c'est qu'il y ait une véritable égalité. Alors ça aussi c'est un grand mot, mais qu'il y ait une égalité des droits entre tous les jeunes. Et ça, je pense que faudra... On peut... Enfin, c'est quelque chose qui devrait être naturel, et on s'aperçoit bien dans les faits que la discrimination, eh bien, il y en a beaucoup, et que voilà, que la France ne respecte pas un certain nombre de droits, et en particulier la Convention internationale des droits de l'enfant. Il nous semble important d'être avec les lycéens qui luttent auprès de leurs camarades, avec les lycéens sans papier, et aussi avec toutes les organisations qui sont là présentes, car c'est effectivement ensemble qu'on pourra porter cette voix et faire reculer cette pensée discriminatoire qui est complètement paranoïaque et qu'on ne comprend pas, car tous ces jeunes, les lycéens, aussi bien les mineurs isolés étrangers, hein, je rappelle que ça fait 1 an qu'il y a eu une circulaire dite Taubira sur la situation des mineurs isolés étrangers qui est loin d'être réglée favorablement, et on compte encore interpeller prochainement la ministre sur ce sujet. Et ces mineurs isolés étrangers deviennent jeunes majeurs, et pour beaucoup effectivement se retrouvent à ce moment-là dans la clandestinité, avec toutes les souffrances qu'on peut deviner. C'est d'autant plus, c'est d'autant plus schizophrène que ces jeunes sont aussi notre avenir, et qu'on ne comprend pas comment notre pays n'est pas capable de pouvoir
préparer. En fait, j'assure, comme un certain nombre de personnes, au sein de l'ADJI, qui est un collectif, comme ça c'est mieux, qui est un collectif associatif d'aide et de défense des mineurs isolés, étrangers arrivant sur le territoire français. Donc je voudrais témoigner en fait des dégâts causés par les politiques successives poursuivies encore à ce jour, car en effet rien n'a changé. À Paris, des jeunes mineurs, par leur papier, entre 15 et 17 ans, ceux que l'on reçoit ont à peu près ces âges-là, sont rejetés par le dispositif géré par France Terre d'Asile, par l'ASE, avec l'approbation implicite du Conseil général de Paris qui couvre ces pratiques. Des jeunes ne connaissant pas le français pour certains, désemparés, à la recherche chaque jour de l'endroit où ils pourraient passer la nuit sans être agressés, en se protégeant du froid, de la pluie, cherchant chaque jour de quoi se nourrir, de quoi se laver, toujours sur le qui-vive. Voilà ce que l'on voit, ce à quoi nous assistons. C'est indigne de la France qui a signé la Déclaration internationale des droits de l'enfant, qui assure protection et assistance éducative aux mineurs, et particulièrement de Paris, ville riche s'il en est. Pourtant, ils sont traités comme des étrangers malvenus, plutôt que comme des jeunes mineurs. Ils sont plusieurs dizaines sur Paris. Ce n'est pas une situation marginale, qui serait consécutive à des erreurs ou à un mauvais fonctionnement. Rejeté par France Terre d'Asile, l'ASE, la justice est saisie avec notre aide notamment, et c'est à ce propos que je souhaiterais intervenir, c'est-à-dire sur des décisions judiciaires. La question posée est donc de savoir si le jeune est mineur, auquel cas il s'ouvre un droit à une prise en charge à l'ASE, ou s'il est majeur, auquel cas il n'a pas droit à cette protection. Pour prouver son âge, la loi dit par l'article 47 du Code civil que tout acte d'état civil fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si après toute vérification utile, les faits ne correspondent pas à la réalité. Autrement dit, l'acte d'état civil fait foi jusqu'à preuve du contraire. La justice dispose d'un service de l'État, c'est le service de l'info documentaire, pour déterminer si la pièce d'état civil fournie est authentique ou fausse. On peut penser que la juge va s'appuyer sur cette expertise pour en tirer les conséquences. Papier authentique et mineur isolé, prise en charge à l'heure, papier faux, non prise en charge. Mais rien de tel aujourd'hui. Les juges ne s'arrêtent pas là. Ils font appel à d'autres subtilités pour leur refuser l'assistance. Il en est ainsi des examens osseux dont les scientifiques, médecins, l'Académie de médecine elle-même disent qu'ils ne peuvent déterminer l'âge avec précision et même qu'ils ne sont pas faits pour cela. De nombreux rapports ont été remis à ce sujet, notamment l'UNICEF, le Conseil de la santé publique et le Défenseur des droits. C'est pas grave, on la retient quand même. Elle est même devenue systématique maintenant. La presque totalité de ceux que nous voyons passer à l'ADJI aboutissent à déterminer qu'ils ont plus de 18 ans. Et tant pis si les jeunes sont dehors. Parmi les subtilités pour les exclure de l'assistance éducative, il en est une autre, qui consiste, même dans le cas où les papiers ont été jugés authentiques par le service de l'infodocumentaire, à dire que l'on ne connaît pas la provenance de la pièce d'état civil. Et que par conséquent, quand bien même elle est jugée authentique, ça ne suffit pas à considérer le jeune comme mineur. En fait, il n'est ni mineur, ni majeur pour certains juges. Dans toute procédure judiciaire, et la circulaire dite Taubira sur cette question le rappelle, le doute doit profiter aux jeunes. Eh bien non, cette disposition n'est pas appliquée par certains juges. Il sera condamné à rester à la rue, à ses dangers. Non seulement ces décisions sont irresponsables car les conséquences en sont désastreuses humainement, mais en plus, ces décisions créent des situations ubuesques, absurdes. Ces jeunes, reconnus mineurs par leur papier authentique, on leur rend, puisqu'ils sont authentiques, sont exclus de tout dispositif ouvert aux personnes sans abri et sont donc condamnés à rester dehors sans aucune protection, comme le 115 par exemple, ouvert aux adultes par conséquent aux majeurs. En effet, il n'existe aucun dispositif de mise à l'abri pour les mineurs, hormis précisément l'ASE, qui leur est refusé par décision de justice. Ces jeunes vont devenir un peu plus tard des jeunes lycéens sans papier, voilà, pour lesquels la galère continue à cause de ces décisions irresponsables. Pour conclure,
Pourquoi prend-on un malin plaisir à mettre les êtres humains dans des situations inextricables, à faire du mal à tout prix, alors que l'on a ce qu'il faut autour de nous pour que tous les êtres humains se sentent en sécurité, se fondent dans la société? La vie n'est pas un long fleuve tranquille, certes, mais pourquoi en rajouter? Cette question est posée à tous, à chacun, chacune, car nous sommes tous responsables individuellement des décisions que nous prenons. Juges, France Terre d'Asile, ASE, élus au Conseil Général de Paris, mis à part certains êtres malfaisants qui, par calcul électoraliste, agitent l'épouvantail de l'immigration. Toutes les actions sont indispensables et il est nécessaire effectivement de continuer à informer, à dénoncer, à combattre ces situations inadmissibles dans un pays qui se targue d'être une démocratie, alors qu'il rejette les plus faibles. Olivia Iscarcia, je suis adjointe au maire de Jacques Bouteau, maire Europe Écologie Les Verts du 2e. Je suis chargée des affaires scolaires et de la petite enfance. Et depuis début mai, à chaque fois que je peux, je viens au Samedi sans papier, notamment pour rendre hommage au travail extraordinaire que font tous ces bénévoles RESF, parce que je pense que militants et bénévoles quand même, mais militants RESF, parce que ça me paraît essentiel, leur travail est très très important. On voit bien comment ça change les choses pour les jeunes qu'ils accompagnent. On voit comment lorsqu'ils les accompagnent, ils ont plus souvent des titres, le titre famille, là je sais plus comment ça s'appelle, c'est ça, vie privée et familiale, et alors que souvent un jeune, s'il arrive à avoir un papier, ça va plutôt être étudiant. Donc je veux leur rendre hommage. Nous, dans la mairie du 2e, ce qui me paraît important, alors on n'a pas de lycée dans notre quartier, on est un petit arrondissement, on a un collège, on a 8 écoles maternelles et primaires. Ce qui est important à notre niveau, c'est vraiment depuis que le maire Jacques Bouteau a été élu en 2001, il y a eu un vrai travail par rapport aux inscriptions aux écoles. Évidemment, quand je vois dans Paris, encore aujourd'hui, je vois qu'il y a des arrondissements qui posent des problèmes pour inscrire des enfants à l'école. On a l'intention, je l'avais annoncé au début mai, qu'on avait l'intention à la rentrée à l'automne de faire un parrainage, parce que c'est des moments symboliques, c'est des moments importants pour soutenir des jeunes sans papier et le parrain qui l'accompagne. Donc on aura, je travaillerai avec RESF 1, 2, 3, 4 pour mettre ça en place à l'automne. Par ailleurs, nous venons d'avoir des élections européennes dont évidemment personnellement je suis catastrophée des résultats à notre niveau, même si Paris on est un tout petit peu épargné par rapport à la réussite du Front National. Et en réaction à ça, dans notre dernier bureau municipal, un de mes collègues qui s'appelle Bruno Charpentier a proposé qu'on travaille pour mettre en œuvre et proposer un passeport universel. Je pense que c'est important, même si c'est là encore symbolique, mais je pense que c'est une réponse à l'universalité que nous sommes tous êtres humains. Et j'aimerais dire un tout petit mot sur le problème de la datation, sur les radios, ce qui est énorme. Donc c'est très imprécis et surtout ça n'a pas du tout été fait pour ça. C'est-à-dire que moi j'ai écrit un petit mot sur les affiches pour dire honte aux médecins qui trahissent le serment d'Hippocrate et qui signent des certificats attestant d'un âge en se fiant sur une radio. C'est scandaleux. On a quand même un engagement lorsqu'on est médecin qui s'appelle le serment d'Hippocrate. Plein de médecins l'oublient trop souvent, c'est très dommage. Alors à quoi ça servait? Ce qu'on a appris pendant nos études de médecine, c'est que l'utilité de ce principe des radios pour avoir une idée de l'âge, c'était uniquement pour avoir la réponse à est-ce qu'un enfant, un jeune, est-ce qu'il a fini sa puberté ou pas. Donc est-ce qu'il va, c'est ça l'utilité normalement, c'est pour voir si il a fini de grandir. Est-ce qu'il a consolidé sa croissance, il a arrêté sa croissance, il a fini de grandir. C'est pour des histoires de traitement de puberté, de puberté précoce, de puberté retardée. Donc c'est ça normalement l'utilisation en médecine. Ça me paraît important de le rappeler. Ça sert pas à envoyer des jeunes pour fraude en prison ou pour expulser des jeunes. C'est scandaleux. Et les médecins qui attestent un âge par rapport à une radio, c'est scandaleux. Au mois de mai, il y avait Madame Balibar qui était venue expliquer de façon très précise, scientifiquement, pourquoi c'était inadapté. Elle a rappelé que c'est des choses qui ont été faites il y a longtemps avec uniquement des personnes
personnes européennes, donc pas du tout adaptées, vous savez sûrement ou peut-être pas, enfin bref, les normes médicales dans notre pays sont toujours par rapport à une population européenne. Que ça soit la prise de sang, vous regardez votre résultat de prise de sang, il y a des normales, c'est toujours une population européenne. Ben c'est pareil pour les radios, c'est une normalité européenne. Donc pour des enfants qui seraient nés en Afrique, en Asie, etc., ça n'a encore moins de validité. Pour des mineurs isolés, puisque les mineurs, comme disait Daniel, les mineurs isolés se retrouvent à la rue, mais les mineurs isolés se retrouvent aussi en prison à Lyon. Parce que le Conseil général demande que des tests osseux soient pratiqués pour savoir quel âge ils ont. Et on l'a déjà dit, on l'a répété de multiples fois ici au cours de ces samedis de papier, les tests osseux ne sont pas fiables, ils donnent de grandes... ils sont à cause de grandes erreurs. Sachant que fiable, il est d'autant plus scandaleux de savoir que des jeunes ont été condamnés à être emprisonnés à Lyon, à plusieurs mois de prison, l'un d'eux même à devoir rembourser 260 000 €. Est-ce que vous imaginez qu'un jeune mineur isolé peut rembourser 260 000 € lorsqu'il a 18 ans ou 17 ans et demi? C'est absolument scandaleux. Donc, j'ai pris la parole simplement pour vous rappeler ça. Vous rappeler aussi qu'à Orléans, avant de prendre en charge des mineurs isolés, il faut évidemment qu'il y ait une place, mais aussi il faut que les jeunes passent un test pour savoir s'ils ne sont pas porteurs du virus Ebola. Alors on comprend bien, évidemment, que s'ils étaient porteurs et que s'ils restaient à la rue, ça serait beaucoup plus simple pour tout le monde. Voilà, ça réglerait pas mal de problèmes, finalement. Donc c'est simplement, je voulais prendre la parole pour vous rappeler que vous pouvez signer la pétition. On a déjà 3000 signatures pour que ces mineurs isolés soient pris en charge, que les tests osseux s'arrêtent, qu'ils ne soient plus utilisés. Et vous pouvez, de préférence, signer cette pétition sur le site RESF, donc vous avez les références sur la pétition. Mais sinon, vous la signez ici et ce sera parfait.